Aujourd'hui, je reçois des amis, dont un que j'ai connu grâce aux dégustations de vin. Voilà, on se lie d'amitié, on partage une passion et ensuite on découvre évidemment d'autres affinités et d'autres parcours. D'ailleurs, on a pas mal de parcours en commun. Donc aujourd'hui, il compte parmi les amis que je vois assez régulièrement. Donc je suis particulièrement heureux de le recevoir ce soir et pour cela, je lui prépare une surprise. Il est natif de 1976 et j'ai donc ouvert une bouteille de ce millésime. Et voilà, donc ce sera la surprise de ce soir. Alors, je vais la déguster tout à l'heure, mais je vais commencer par un blanc, parce que le 76 est un rouge. Et je vais commencer par un blanc d'un domaine dont j'ai eu l'occasion de parler ici, qui est le domaine Lagib, de Jean-Baptiste Saint-Martin. J'ai goûté un vin de négoce qui s'appelle le Marcel. Si vous regardez dans les vidéos, vous tomberez dessus, il y a quelques jours à peine. Et à l'occasion d'ailleurs du 31 décembre, ou du 30 décembre, je ne sais plus, je suis un peu perdu. Et puis là, nous sommes donc début janvier et c'est la première dégustation après le premier de l'an. Et donc, il y aura un vin du domaine, cette fois-ci, avec les vignes de Jean-Baptiste et donc une étiquette qui est son étiquette, on va dire emblématique, qui s'appelle Serre Sec. Donc, c'est un Jurançon. Alors, c'est indiqué Jurançon sec sur l'étiquette parce que suivant les cuvées et suivant les années, il peut y avoir, j'ai eu l'occasion de déguster un Jurançon moelleux, botrytisé ou de vendange tardive, comme peuvent l'être certains vins d'Alsace ou de Bordeaux, du Bordelais. Donc cette cuvée 2021, je l'ai ouverte il y a quelques heures et je suis anxieux de regoûter cette cuvée dans un autre millésime, sachant que je l'avais déjà goûté, je crois que c'était en 2020, il y a quelque temps, qu'un ami m'avait proposé de goûter dans un restaurant. Et ensuite, donc nous passerons au rouge. Et donc là, sur le rouge, il s'agit d'un Vega Sicilia Valbuena 1976, donc sur ce millésime-là en particulier. Et le Valbuena Quinto Año, donc cinquième année. Je reviendrai là-dessus. Alors, sur le cerf sec, on est sur des Mans 5. Donc, je ne saurais pas vous dire quel est l'assemblage. Ce sont plusieurs parcelles euh, qui font cette cuvée-là, donc cerf sec. Et là, donc, écoutez, cet ancien escrimeur de l'équipe nationale d'escrime de France, qui s'est lancé dans le vin il y a maintenant quelques années, qui est aujourd'hui en biodynamie après avoir converti ses vignes en bio, travaille de manière très soignée et soigneuse ses vignes et sa vinification en étant le plus naturel possible. Et aujourd'hui, fait l'objet d'une réputation qui commence à grandir dans le microcosme du vin, puisque ces cuvées commencent à être de plus en plus recherchées. Donc voilà, je profite d'en déguster avant qu'elles, peut-être, on ne sait jamais, qu'elles deviennent de plus en plus difficiles à trouver, qui sait. Tout dépend évidemment, vous savez, ces vignerons qui ne peuvent plus contrôler la réputation parce qu'on aime leur vin et on a envie d'en goûter. C'est pas très compliqué en fait. On est vraiment dans la loi de l'offre et de la demande. Et plus on aime les vins, plus on a envie. Et puis comme ici, il s'agit d'un tout petit domaine et donc forcément de volume très faible, bien entendu, sous l'attrait de la demande mondiale, ça devient compliqué, même pour nous Français qui vivons en France, de trouver ces vins. Alors, on va donc je vais me lancer dans ce vin. Alors le Marcel que j'avais dégusté, qui est de la même année, a exactement la même couleur. Peut-être que celui-ci est un chouïa plus doré, il faudrait les mettre côte à côte. Mais en tout cas, c'est une couleur très dorée, qui est peut-être signe, comme je l'avais dit pour le Marcel, d'une macération avec les peaux, sans forcément être dans le style d'un vin orange, mais une macération, probablement. Parce que le jus d'un Mans 5, que je n'ai jamais contrôlé, mais doit être un jus blanc. Bien, allons-y. Alors, par rapport au Marcel,
quand même faire des comparaisons. Même si ce vin me paraît très différent du Marcel, on retrouve certaines aromatiques très proches. Et en particulier le nez rappelle beaucoup le nez du Marcel, qui est un nez à la fois de fruits jaunes et à la fois légèrement herbacé, végétal, qui me rappelait le céleri. Là, c'est un tout petit peu ça. En bouche, il y a une puissance inouïe. Je pèse mes mots parce que c'est pas un mot galvaudé que j'utilise. Il y a étonnamment de matière, qui est une matière qui brille, qui est légèrement citronnée, qui brille dans le sens qu'elle est éclatante. C'est une matière qui vous interpelle, qui est extrêmement buvable, c'est-à-dire ce n'est pas une matière fortement intellectuelle, mais vraiment un vin qui vous donne du plaisir et de la sensation, qui vous fait travailler vos affinités sensorielles. C'est vraiment, si vous êtes actif dans la dégustation, parce qu'il vous interpelle, parce qu'il vous réveille certains sens, certains goûts, et il agit sur probablement, alors peut-être scientifiquement il y a des capteurs, mais émotionnellement il y a des choses qui ressortent et qui sont du domaine d'arômes que j'ai déjà dégustés dans le passé, pas forcément dans le domaine du vin, mais tout au long de ma vie. Alors je vais maintenant regoûter pour essayer de vous donner une description un peu plus facile à comprendre, parce que ce que je viens de dire est peut-être pas d'une grande limpidité. Alors l'attaque est d'une grande précision. Ensuite vient toute cette phase qui est légèrement citronnée, qui est riche en matière, sans être grasse, sans jamais être grasse. On a l'impression presque que c'est un poulet désossé. Alors je parle de poulet parce que je fais une volaille de Bresse avec du fromage sous la peau et des herbes, du fromage de chèvre d'ailleurs. Et je pense que cette recette ira très bien avec ce vin. Ce sera, à mon sens, un mariage assez intéressant, si ce n'est peut-être exceptionnel. On verra après le dîner. En tout cas, il y a une très très belle matière, d'une grande densité, avec des fruits, je pense, qui sont très concentrés, des rendements que j'imagine très faibles, Sur une année 2021, je ne saurais pas vous décrire le climat, mais globalement en France, ce n'est pas une année de grand soleil. Là, on est dans le Jurançon, dans le Béarn, on est dans le sud-ouest. Effectivement, question climat, on n'est pas ni dans la Loire avec des chelins, ni dans la Bourgogne ou dans le Chablisien avec du chardonnay. Donc là, on est vraiment dans le sud, mais le sud-ouest, plutôt climat atlantique. Et là, on a vraiment une assez belle puissance, parfois un peu de retenue, et puis il y a un très 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 léger perlant, mais c'est même pas un perlant, c'est juste quelques... Il n'y a pas de bulle, ni de petite bulle, mais il y a juste une petite pique sur la langue, et je pense que le vin va encore s'aérer, et cet aspect-là va disparaître complètement. On en est à 3 heures après ouverture, je pense qu'il peut encore évoluer. Bon, maintenant, sans plus tarder, je vais passer au Valbuena Quinto Año 1976. Alors, en tout petit ici, il est indiqué 1982. 1982, c'est là l'année de mise en bouteille. Donc, on est sur un Quinto Año, 5e année, c'est-à-dire 5 années en fût. À cette époque-là, il y avait le Tercer Año, 3 années d'élevage, et celui-là, 5 années d'élevage, et ensuite, ils étaient mis en bouteille. Maintenant, 82 est l'année où il a été mis sur le marché. Chez Vega Sicilia, il y a des cuvées qui peuvent être mises sur le marché progressivement, c'est-à-dire que la maison ne va peut-être pas tout mettre sur le marché. Donc là, c'est probablement une des toutes premières mises sur le marché. Il y a peut-être eu des 76 plus tardifs, quoique j'en sais rien, mais en tout cas, la différence va être que la bouteille va rester au domaine plus longtemps.
ça n'a rien à voir avec l'élevage dans le bois. Alors, 76, c'est la deuxième année de cette cuvée millésimée, parce qu'avant 75, les Valbuena n'étaient pas millésimés. Et donc, on pouvait les dater sur des décennies. On disait des Valbuena des années 40, des années 50, des années 60, des années 70 jusqu'à 75. À partir de 75, les Valbuena ont été millésimés. Là, donc, c'est la deuxième année. Il y a certaines années où il n'y a pas de Unico, comme par exemple en 77, l'année suivante. La différence aussi entre le Unico de cette époque-là, c'est plus le cas aujourd'hui, et les Valbuena, c'est que les Valbuena sont 100% Tinto Fino, c'est-à-dire le Tempranillo version Ribera del Duero, alors que à cette époque-là, les assemblages dans les Unico variaient entre 70 et 80% de Tinto Fino, et ensuite c'était complété par d'autres cépages, dont du Cabernet Sauvignon, dont du Malbec si je ne m'abuse, du Carignan et même de la Viura qui est un cépage blanc, mais évidemment en infime quantité. Donc là on est sur un 76. Alors après, on se dit, quelle est la hiérarchie entre le tercer año, quinto año, Unico, Reserva Especial? Bien entendu, c'est une hiérarchie croissante. Cela dit, ça ne veut strictement rien dire. C'est-à-dire qu'on peut ouvrir une bouteille d'un tercer año, il peut se révéler le jour où on l'ouvre, et en fonction de l'état de la bouteille, de ce qu'elle a vécu et connu, meilleur qu'un Unico. Donc il n'y a pas de règle. Mon plus grand souvenir à ce jour, un de mes plus grands souvenirs, mes deux plus grands souvenirs en Vega Sicilia, l'un était une Reserva spéciale que j'ai dégusté, d'ailleurs j'en fais compte rendu, que j'avais apporté au Cave Le Grand, et puis un tercer año non millésimé, donc étiquette bleue, celle-ci est rouge, étiquette bleue qui s'est révélée absolument magnifique. Bien, alors sans plus tarder, on va quand même y aller là, c'est le moment. Donc, alors, le bouchon s'est cassé, j'étais peut-être un peu trop, présomptueux. Je voyais que le bouchon sortait facilement. Alors déjà, le niveau est assez exceptionnel. Et je voyais le bouchon sortir, et en fait, le bouchon s'est cassé dans la bouteille. Et quand il se casse dans la bouteille, il redescend, et puis là, c'est foutu. Donc, je l'ai laissé redescendre. J'ai enlevé les petits bouts qui étaient au-dessus, qui traînaient, de manière à ce que les petits bouts n'aillent pas se mélanger et commencent à donner un goût de liège. Et puis, j'ai carafé avec une petite passoire. Et alors, j'ai fait une nouvelle trouvaille. Donc, voici la carafe que je trouve plutôt bien allée avec les classiques. Et les classiques, elle est vénérable, comme la maison Vega Sicilia, peut-être pas autant, mais voilà. Et donc, j'ai trouvé cette astuce pour boucher la carafe de manière à ce que l'oxydation ne soit pas trop brutale, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de contact avec l'air trop brutal, parce que là, si je ferme, l'air va passer, il n'y a aucune inquiétude, ce n'est pas hermétique. Là, c'est une façon de rendre hermétique la carafe et de favoriser une oxydation un peu plus lente. Et comme toujours, on ne sait jamais si ce vin a besoin d'oxydation plus lente ou plus rapide, mais en tout état de cause, j'ai décidé de faire ainsi. Voilà. Donc, je vais verser ce vin. Là, je découvre la couleur en même temps que vous. Donc, c'est une très belle couleur. C'est une couleur comme j'aime dans les Vega Sicilia, c'est-à-dire c'est une couleur qui est entre deux, qui est entre la couleur du Pinot Noir et la couleur du Cabernet Sauvignon, si on veut avoir quelques repères. C'est-à-dire c'est une couleur de pourpre assez claire, mais pas aussi claire que peuvent l'être la plupart des Bourgognes. On est vraiment entre deux et on est sur une couleur assez donc pourpre avec des reflets d'évolution, pas trop, juste ce qu'il faut. On parle d'un vin qui va bientôt avoir 50 ans, comme mon ami, dans 2 ans ou dans 1 an, ça dépend à quelle époque il est né, mais là en l'occurrence c'est plutôt un vin de septembre ou d'octobre, suivant les vendanges. 76 a été une année de grande chaleur en France. Il faut voir que sur la Ribera del Duero, le climat est très différent. Les nuits sont très fraîches, voire très froides, y compris certains soirs d'été. Donc, si la canicule a touché l'Europe, elle a peut-être moins touché, comme 2003 d'ailleurs, cette partie de l'Espagne, quoique je pense que c'est une année plus chaude. Bien. Bon, une belle robe. Le nez est absolument splendide. C'est vraiment un nez de Vega, dans le sens que
j'en suis pas à mon premier, vous pouvez regarder sur la chaîne, et je ne les commente pas tous, mais depuis quelque temps, j'essaye d'en commenter un maximum. Mais là, on est vraiment sur ces arômes de fruits rouges un peu mûrs, toujours. On trouve ce côté, alors aujourd'hui, un peu plus légèrement poivré. On sent des arômes de café, mais aussi floral, de violette et même de rose qui pourraient rappeler certains Bourgognes. Mais le café ressort. C'est un très très beau nez. L'attaque est merveilleuse. Elle est tellement douce, avec toujours ce côté, je ne saurais pas comment le décrire. Pour moi, Vega Sicilia, ça a ce côté exotique, épices d'Orient. Voilà. Ce côté exotisme d'épices d'Orient qui est en bouche, qui me fait penser à certains mélanges de poivre qu'on pouvait rencontrer sur les marchés dans mon pays natal, le Liban, mais qu'aussi on peut retrouver quand on rentre dans une boutique orientale d'épices. Mais ce n'est pas prépondérant, c'est juste, c'est pas un vin d'épices. C'est un vin d'abord, et puis avec cette sous-tension épicée qui donne un relief particulier, avec ce côté à la fois fruits matures, parfois tournant légèrement vers le caramel, un côté un peu cacaoté, très légèrement, c'est tout par petites touches. En fait, Vega Sicilia, c'est un tableau toujours très pointilliste, très délicat, d'une puissance mesurée, jamais trop puissant, jamais envahissant, mais qui vous caresse le palais, avec toujours ce deuxième effet d'acidité qui arrive après coup, jamais au début, et qui sous-tend le vin et qui le tient en fait sur la durée. Voilà. Une deuxième gorgée. Alors, il y a de beaux tanins qu'on ressent tout le long, mais qui sont comme ce côté épicé, qui sont là, mais sans trop être là, mais qui nous rappellent que quand même, c'est un vin rouge. Voilà, très beau vin rouge. Je pourrais en parler pendant plus longtemps. J'espère surtout qu'il va lui aussi plaire, enfin qu'il va plaire à mes invités, en particulier à celui qui fêtera dans pas si longtemps ses 50 ans, voilà, et qu'il aura au moins une découverte avec ce vin-là, que je ne pense pas qu'il connaisse. En tout cas, ce sera la surprise du chef, comme on dit, avec le repas qui ira avec. Et bon, j'attends une belle soirée de plaisir, de partage. Quelqu'un m'avait envoyé un message sur une des vidéos en disant comment vous buvez tout seul? Non, le vin est d'abord du partage. Toutes les bouteilles que j'ai ouvertes sur ce canal ont été partagées avec d'autres. Alors là, je suis seul, alors on a l'impression que je déguste tout seul, mais ce n'est pas tout à fait le cas. Là, je déguste seul, effectivement, mais dans l'idée de connaître le vin le plus intimement possible, sans bruit environnant, et ensuite, surtout pour voir ce que ça donne à table avec des amis et écouter les réactions des uns et des autres. C'est un plaisir, en tout cas, renouvelé, et puis derrière, il y a toute la chaleur de l'amitié qui donne une dimension à ce qu'on boit, et ce qu'on boit donne une dimension à l'amitié. Voilà, santé et à bientôt.